Bonjour et bienvenue chez Rita. Rita, c'est le lieu de rencontre de tous les parents. Si vous êtes ici, c'est que vous-même allez devenir parent ou peut-être l'êtes-vous déjà. Ici, on vous parle de maternité et de parentalité sans filtre. Et si vous êtes tombé ici par hasard, j'espère que vous resterez quelques minutes de plus le temps d'écouter cet épisode. Je suis Anissa Ezaz et vous écoutez la saison 2 de Rita. Il y a des parcours de maternité qui touchent par leur douceur et leur authenticité. Virginie est la maman de 2 petites filles. Avec Arnaud, son amour de jeunesse rencontré à 16 ans, elle a bâti un cocon où l'amour, la tendresse et l'écoute sont les fondations de leur vie de famille. Dans cet épisode, elle me confie le récit de ses 2 grossesses et de ses accouchements. Elle raconte notamment comment moins de 48 heures après avoir appris qu'elle devrait accoucher par césarienne, elle s'est retrouvée à l'hôpital pour un simple contrôle. Et elle a finalement donné naissance à sa fille ce jour-là, à seulement 36 semaines. Une arrivée express presque irréelle qui a bouleversé sa manière d'entrer dans la maternité. Virginie revient sur ce moment inattendu, mais aussi sur son second accouchement, une autre césarienne cette fois plus sereine, et sur tout ce que la maternité lui a appris. Elle partage avec tendresse les hauts, les bas, les ajustements du quotidien et sa volonté de faire de son mieux chaque jour pour ses filles. Elle nous parle aussi d'allaitement, de postpartum, de santé, de parentalité, de vie de couple et de cette confiance qu'elle a appris à apprivoiser au fil du temps. Et si vous la suivez sur Instagram, vous connaissez déjà son univers haut en couleurs. Une déco 70s pleine de peps, des bons plans pour s'évader en famille et une manière joyeuse de savourer les petits bonheurs du quotidien. Bonjour Virginie. Bonjour Anissa. Merci de m'accueillir chez toi. Avec plaisir, tu es la bienvenue. Écoute, je suis ravie en plus de découvrir un peu les coulisses de ton décor si instagrammable. Je propose qu'on commence par te présenter de la façon dont tu le souhaites. Donc moi je m'appelle Virginie, je suis bruxelloise, j'ai 2 petites filles, Lola et Iris. Lola a 9 ans, elle vient d'avoir 9 ans, et Iris a 6 ans. Et leur papa et moi, nous sommes en couple depuis 2003, donc cette année ça fera 22 ans. Waouh, et t'as quel âge ? Moi j'ai 38 ans. Donc Ok. on s'est rencontrés quand on était très jeunes, j'avais 16 ans, lui 17 ans. On s'est rencontrés lors d'une soirée, c'était la fin des examens, on avait un ami en commun qui organisait une soirée et on était tous les 2 invités, on se connaissait pas avant et c'est comme ça en fait qu'on a fait connaissance. Et alors pour la petite anecdote, Arnaud me racontait, donc le papa des filles s'appelle Arnaud, il me racontait que cet ami qu'on avait en commun lui avait raconté qu'il avait invité une fille, moi, et que c'était chasse gardée. Il avait visiblement envie que ça aille plus loin entre lui et moi, sauf que moi, j'avais pas du tout les mêmes plans que lui. Et ce jour-là, avec Arnaud, on a fait que discuter pendant toute la nuit, toute la soirée. On avait beaucoup marché parce qu'on était sortis, on avait prévu d'aller à une soirée à la chocolaterie. En fait, on n'y est jamais allé. On a fait que parler pendant toute la soirée ensemble. Et en fait, on s'est revus pendant quelques jours après cette soirée-là. Et puis, finalement, on est sortis ensemble. Et là, maintenant, ça fait 22 ans. Donc, c'est ton premier crush ? Alors, c'est mon vrai premier crush. C'était pas du tout prévu, je le connaissais pas. Et il y a vraiment eu, je pense, une connexion entre lui et moi. C'était la première fois où c'était assez à l'aise, tu vois, de discuter comme ça avec un garçon qui a les mêmes centres d'intérêt, où c'est fluide en fait. Ouais. Et c'était très nouveau pour moi, je pense que pour lui également. Et après ça, en fait, on s'est plus jamais quittés. Et avant du coup d'aborder vraiment donc ton pan de maternité et tout ce qui va se découler de ça avec Arnaud, j'aime bien aussi savoir de quel milieu toi tu viens, de quelle famille, dans quelle famille t'as grandi. Alors moi, je suis l'aînée d'une fratrie de 3 filles. Ouais. J'ai toujours vécu dans la maison familiale avec mes 2 parents. Alors nous, on a toujours ramené des pièces, des amis à la maison, des pièces détachées. Mes parents, ils ont toujours aimé ça. Il y a toujours eu des invités. Les week-ends, il y avait toujours une grande table. On ne devait même plus prévenir mes parents. C'était devenu vraiment une habitude. On allait partout. On était vraiment un cocon familial. On partait partout avec mes parents. Mes parents, par exemple, c'était du genre à nous emmener partout, à nous inclure dans tout ce qu'ils faisaient. J'ai aussi une autre anecdote concernant mes parents. Je me souviens, quand j'étais petite fille, je pense que je devais avoir 8-9 ans, ils étaient invités à un mariage, il me semble, dans la famille. Sauf que les mariés souhaitaient que ça soit une fête uniquement entre adultes et mes parents ne comprenaient pas pourquoi les enfants n'étaient pas conviés à la fête et ils leur ont dit, écoutez, nous, c'est pas trop dans nos principes. Nous, on a envie de partager ça et avec nos filles.
Et donc, soit on vient avec elle, soit on vient pas. Et finalement, on a pu y aller avec eux. OK, ouais. Mais voilà, ça a toujours été un peu la philosophie de mes parents. On partait en vacances avec eux. Mais mon père, il aimait bien partir à l'aventure. C'est-à-dire qu'il faisait mauvais à Bruxelles. Il nous disait, faites vos valises, on prend la voiture et on s'en va. Et on savait pas où on allait, on savait pas où on allait dormir. Ça nous est arrivé plusieurs fois de faire ça. Et moi, j'adorais ça, Mais ce oui, côté c'est trop très bien. aventurier. Oui. Et ça a gardé ce côté un peu aventurière? Oui, je pense. Alors, moi, j'ai ce côté plus impulsif qu'Arnaud. Et alors, du coup, on s'équilibre l'un et l'autre, on se tempère. Lui, il aime bien contrôler les choses, il aime bien préparer. Là où moi, j'ai un côté parfois un peu plus extraverti, un peu moins réfléchi. Et donc, je pense on forme un bon binôme par rapport à ça parce que lui, parfois, il calme un peu mes ardeurs, tu vois. Et moi, je lui pousse un petit peu dans ses retranchements à d'autres moments. Donc, je pense qu'on forme un bon binôme par rapport à ça. Mais c'est ça qui fonctionne bien aussi, c'est que vous êtes vraiment complémentaires, quoi, Ouais, je ouais, suppose. tout à fait. Est-ce que du coup, vu que tu as grandi du coup, dans une famille qui me semble, très unie, tu t'es toujours projetée maman? Alors oui, je pense que quelque part, je me suis toujours dit que moi aussi, j'avais envie de fonder ma propre famille, avoir des enfants. Je m'étais dit 2 ou 3 enfants. T'avais une préférence de sexe ou pas? Non, ça, moi, j'ai jamais eu de préférence, malgré que dans ma famille, il y a que des filles. Enfin, moi, je viens aussi d'une famille, on est 4 et on est 3 filles et je sais que les liens entre sœurs sont quand même particuliers. Donc je sais pas si toi, tu disais que tu avais envie de reproduire ça pour ta propre famille? C'est vrai que alors j'avais pas de préférence par rapport au sexe de mes enfants, que ça soit une fille ou un garçon, je pense que j'aurais été vraiment très heureuse. Ouais. Mais je pense que, je me disais déjà à l'époque que ça allait être plus facile pour moi, plus naturel d'avoir des filles. Mmh. Dans le lien que je pouvais avoir avec mes sœurs, avec ma mère et même avec mon père. Là où finalement avec les garçons, j'avais pas cette habitude-là et que ça aurait été quelque chose de complètement nouveau pour moi, donc qui me faisait peut-être un peu plus peur parce que je le connaissais pas et que je maîtrisais pas ça. Mais en soi, même si ça avait été un garçon, je pense que je me serais laissée prendre au jeu avec plaisir. Et tu m'as dit qu'avec Arnaud, vous aviez, un deal sur la question des enfants. Est-ce que tu peux expliquer ce deal? Alors, nous, comme je te le disais, on est ensemble depuis très longtemps, mais on a voulu prendre notre temps avant de devenir parents. On a fait nos études, on a fait une partie de nos études ensemble d'ailleurs, et lui m'avait dit, voilà, pour être parent, pour devenir papa, il faut qu'on se sente prêt, il faut qu'on ait déjà une certaine situation au niveau matériel, et aussi, profiter du temps à deux. Il m'avait dit, ça c'est vraiment important pour moi, pour que quand on puisse se sentir prêt d'accueillir des enfants, on ait pris ce temps d'abord à deux. Et donc lui m'avait dit, moi j'aimerais bien devenir papa à partir de 30 ans. Et moi je lui avais dit, moi j'aimerais bien être maman avant 30 ans. Sachant qu'on a un peu moins d'1 an d'écart, ça allait être un timing ultra serré. Ouais. Et en fait, quand on arrivait plus ou moins à la deadline, on s'est dit, allez, on se lance. Et ça a été méga vite, en fait. Je suis tombée enceinte directement. OK. Dès le premier cycle. D'ailleurs, la première fois, du coup, je me dis, c'est peut-être parce que j'ai arrêté la contraception, c'est pour ça que j'ai du retard, etc. Donc, je m'étais dit, sois patiente. Puis quand je voyais pas mes règles arriver, je me suis dit, je vais quand même faire un test. Et en fait, je suis tombée enceinte dès mon premier cycle. Ah, t'as même pas eu le temps de te poser la question Non. de si t'étais fertile ou pas, Non, ça non. t'a pas stressé quoi, cette question? Avant d'être enceinte, quand j'ai arrêté ma contraception, quand même un peu, parce que je prenais une contraception depuis un certain temps et on entend tout un tas de choses où les gens te disent, si tu prends une contraception déjà depuis certaines années, le temps que ton cycle revienne au naturel, ça va te Tu prenais la pilule? Oui, je prenais la pilule. Ça va mettre un peu de temps à revenir, etc. Donc je m'étais dit, je me mets pas de pression, ça viendra quand ça viendra. Et en fait, c'est venu tout de suite. Trop bien! Oui, du coup, c'était même un peu tôt. Parce que du coup, t'avais déjà 30 ans, t'avais Non, moi 29 ans? je suis tombée enceinte à 28 ans et j'ai accouché quand j'en avais 29. Donc T'étais dans ton voilà, timing, quoi. et Arnaud avait 30 ans quand j'ai accouché. OK, donc parfait, quoi. Donc c'était vraiment respecté à la lettre. Et comment ça s'est, passé cette, première grossesse? Tu l'as vécue comment? Alors, pour Lola, en fait, c'était une super chouette grossesse. Dès l'annonce de ma grossesse, dans le cadre de ma profession, on est immédiatement écarté.
Donc en fait, j'ai été écartée, je pense au bout de 6 semaines de grossesse. J'ai été écartée, je l'avais même pas encore annoncé à ma famille. Du coup, avec Arnaud, on s'est dit: «Bah, il va falloir qu'on explique pourquoi tu travailles plus». Donc ça a été un petit peu l'une des raisons pour laquelle aussi on a dû l'annoncer assez tôt à ma famille. On s'était posé la question: «Est-ce qu'on attend ces fameux 3 mois ou pas?» Et puis, comme j'étais à la maison, et que, j'avais, bon, envie de sortir, faire des choses, voir des gens, on s'est dit: «Ben, on va l'annoncer quand même, hein, et on va Mmh. adviendra que pourra, hein». Et donc, on l'a finalement annoncé assez tôt à ma famille pour leur expliquer aussi, tout simplement pourquoi je travaillais plus. Ouais. Donc t'avais vraiment le temps de te consacrer entièrement à ta grossesse. C'était quel genre de maman, enfin de future maman enceinte? Alors moi, j'étais dans ma bulle, hein. Pendant que j'étais enceinte de Lola, j'ai vraiment pu prendre le temps d'imaginer, sa chambre, d'acheter des petits vêtements. J'ai eu mes sœurs qui, étaient vraiment présentes, ma maman aussi, qui m'ont aidée à tout préparer. Sauf qu'au bout d'1 mois ou 2, j'ai commencé à trouver le temps long, parce que, forcément les gens autour de moi travaillaient et je me suis dit: «Il faut que je rencontre d'autres mamans ou d'autres futures mamans». J'avais envie de parler, aussi de ce que je vivais, et dans mon groupe d'amis, j'étais la toute première à tomber enceinte, et donc même si elles étaient super heureuses pour moi et qu'elles étaient présentes, il y a des choses que je pouvais pas échanger avec elles, ou en tout Mmh. cas j'avais des questions auxquelles elles pouvaient pas répondre. Donc j'ai commencé à me renseigner, je me suis inscrite à des cours de yoga prénatal. Génial, moi j'ai adoré faire ça, alors que je n'ai aucune souplesse. Mais c'était vraiment très, très chouette, très bienveillant. C'était un très chouette groupe de futures mamans. On avait une très chouette prof aussi. Ensuite, j'ai, participé, à des cours, forcément de préparation à l'accouchement au centre Naître et Grandir, à Etterbeek. Génial aussi. Avec Arnaud ça du coup? Ou toute Alors seule? Arnaud Ouais. a participé à toutes les séances avec moi. Donc OK. c'était vraiment un futur papa hyper investi. D'ailleurs, ma famille le charriait beaucoup parce qu'il contrôlait tout ce que je mangeais, mais c'était hyper bienveillant. Il me préparait, des petits plats hyper équilibrés, des smoothies chaque matin. Ah dis, trop mignon Ouais, quoi, non, on en vraiment, rêve. vraiment, trop, trop chouette, et on voyait qu'il voulait vraiment participer à cette grossesse parce que il me disait: Voilà, forcément, c'est toi qui vas porter cet enfant, qui va accoucher, mais moi, j'ai vraiment envie d'avoir ma place aussi et de participer», Il voulait être solidaire aussi voilà, dans tout le à fait fait. que, c'était toi qui subissais, la grossesse parce que ça apporte aussi son lot d'inconvénients, mais tu l'as bien vécu. Oui, et il a été vraiment là à toutes les étapes. Il m'a accompagnée chez tous les rendez-vous, chez le gynécologue. Comme je te disais, les cours de préparation à l'accouchement aussi, chez le kiné. Enfin voilà, il était vraiment très, très présent pour moi, et c'était super chouette de partager ça avec lui. Et est-ce que tu appréhendais toi l'accouchement? Alors oui, forcément, hein, pour une première fois, je me demandais un petit peu comment ça allait se passer. J'avais peur, des contractions, des douleurs. Mais en fait, moi, l'accouchement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai appris, que Lola, elle était en siège, et donc le gynécologue m'a dit à un moment: «On va voir si elle se retourne naturellement ou pas», et à un moment, il m'a dit: écoute, elle est vraiment très, très mal positionnée». Donc non seulement elle était en siège, mais elle était de travers. OK, ouais. Donc en fait, si tu veux, sa tête était sous mes côtes et ses jambes étaient sous mon ventre de l'autre côté. Et donc j'avais vraiment un ventre en fin de grossesse qui partait vers la droite. OK. C'était vraiment très particulier, et donc dès que j'étais assise, je sentais vraiment une pression dans le bas-ventre, et je pense que c'est une des raisons notamment pour lesquelles j'ai déclenché trop tôt. Donc j'ai eu des contractions à 36 semaines. Alors c'était particulier parce que j'ai commencé à avoir des contractions pendant la nuit. Je me suis réveillée à ce moment-là, et j'ai eu des contractions environ toutes les 10-15 minutes, pendant 2 heures, 2 heures et demie, et puis le matin arrive, Arnaud, se lève, vient me voir, il me dit: «Ça va?» Je dis: «Oui, mais j'ai eu pas mal de contractions la nuit. Là, j'ai l'impression que ça s'espace un petit peu, mais je vais quand même appeler l'hôpital pour voir ce qu'il en est». On venait d'apprendre que j'allais accoucher par césarienne. La Ah, date venait. c'était déjà programmé Ouais, ça. là, à ce OK. moment-là, je venais de l'apprendre, je pense 48 heures plus tôt, et donc le médecin m'avait dit: Si tu as des contractions, tu appelles l'hôpital et tu vois avec la sage-femme, s'il y a lieu de venir à l'hôpital faire un petit contrôle». Et là, en l'occurrence, ils m'ont proposé de venir faire un monitoring. Normalement, c'est 40-45 minutes, mais là, ils m'ont fait un monitoring de plus d'1 heure, et en fait, sur l'heure, j'ai eu une seule contraction. Donc la sage-femme me dit: «Vous êtes sûre que vous avez vraiment eu des contractions? Vous avez pas plutôt mal digéré quelque chose?» Je dis: Non, je pense que j'ai quand même pu faire la distinction, c'était vraiment des contractions». Du coup, elle rappelle mon gynéco. En gros, elle me fait comprendre
comprendre que je vais bientôt pouvoir repartir. Mais mon gynéco lui dit: «Oui, mais contrôle quand même, le col, et si c'est OK, tu peux la laisser partir». Du coup, elle contrôle mon col, elle me dit: «Ah ben non, finalement, je me suis trompée, désolée, vous êtes presque à 6 centimètres, donc ça va être pour aujourd'hui». Alors, on était partis à la maternité. Comme j'avais presque plus de contractions, j'ai oublié ma valise de maternité ce Ouais, jour-là. tu t'es pas dit que tu allais Ah vraiment non, accoucher non. ce jour-là, en fait? Mais comme je venais d'apprendre que j'allais accoucher par césarienne 48 heures plus tôt, qu'on m'avait dit: «Tu vas devoir rencontrer l'anesthésiste, tu vas devoir rencontrer la sage-femme qui va t'expliquer tout le déroulement, de la césarienne». J'avais rien fait de tout ça encore, donc dans ma tête, j'étais pas prête. Ouais, ouais, ouais. J'étais vraiment pas prête à accoucher parce que, rien n'avait été organisé si ce n'est la date que je connaissais. Du coup, je leur dis: «Ah ben non, 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 ça va pas, je dois rentrer chez moi, j'ai pas ma valise». Et ils m'ont dit: «Bah non, non, vous restez». Ils ont envoyé Arnaud à l'accueil pour faire mon enregistrement et la sage-femme me dit: «Bah, j'appelle votre gynéco, j'appelle votre kiné, je vois si l'anesthésiste est dispo». Bon, on a encore un peu de temps, on va se dire que ça se fera pour, début d'après-midi, dans le courant de l'après-midi. Je lui dis: «OK». Elle revient 2 minutes après, elle me dit: «Ah ben non, en fait, tout le monde est là, on y va». Et Arnaud était même pas remonté, il venait de descendre pour, Ah oui, oui, m'enregistrer. oui. Alors je lui dis: «Bah non, on n'y va pas». Je dis: «Je suis toute seule, il faut que vous alliez chercher Arnaud». J'étais vraiment hyper en stress à ce moment-là. Mais parce que dans le cadre d'une césarienne, on n'attend pas que tu dilates trop, Oui, puisqu'il faut sortir le bébé oui, avant, c'est c'est ça? Donc ça. ça, tu le savais déjà ou non, tu apprends tout sur Mais le moment? j'apprends tout, en fait, comme je venais d'apprendre 48 heures plus tôt que j'allais accoucher par césarienne, j'avais pas Oui. encore rencontré la sage-femme qui devait m'expliquer le déroulement. Pour moi, tout ça, c'était tout nouveau. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'étais complètement en stress. Arnaud est remonté, il était tout blanc. Il s'y attendait pas non plus. Ils l'ont fait aller mettre une tenue d'interne. Je pense qu'il était aussi stressé que moi. Et effectivement, je pense dans les 10 minutes, Lola était là, quoi. Ah Donc waouh, ça a ça va été super vite. super vite. Mais là, en l'occurrence, la sage-femme m'a dit que ça a été vite parce que tout le monde était là. Et c'est vrai qu'au niveau de l'accouchement, la césarienne, la sortie du bébé va très vite. Donc d'abord, ils m'ont fait une péridurale pour m'anesthésier, forcément. Ça, c'est très particulier, je trouve. Moi, je l'ai Mais si tu ressenti peux bizarrement. développer, parce qu'en fait, j'ai jamais eu quelqu'un au micro qui a vécu une césarienne comme ça. D'accord. Et donc, je me demande vraiment comment ça se passe, une césarienne. Est-ce que tu as vraiment le temps de réaliser? Est-ce que tu vis le moment? Tu es déconnecté complètement? Enfin, je me pose plein Alors de là, questions. pour Lola, pas vraiment. Parce que, comme je te disais, je venais de l'apprendre, j'avais aucune idée du déroulement. Et comme ça s'est fait vraiment dans la précipitation, je savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et j'ai demandé à ce que ma kiné soit présente, malgré que j'allais pas accoucher par voie basse. J'avais tissé un lien avec elle et il se trouve qu'elle était dans l'hôpital au moment où moi j'y étais et où on m'a dit il faut y aller. Et donc j'ai demandé à ce qu'elle soit là et je pense que ça m'a vraiment permis de vivre ça beaucoup plus sereinement. OK. Donc, je suis arrivée dans la salle d'accouchement, l'anesthésiste était là, il a essayé de me détendre parce qu'il voyait que j'étais très stressée et pour pouvoir me piquer adéquatement dans le dos, il fallait que je me détende. La kiné est venue, alors elle était adepte de sophrologie, donc elle me parlait avec une voix très calme, elle s'était mise à mon niveau et elle essayait vraiment de me relaxer et ça a marché. Je me suis greffée à sa voix et je Mmh. n'ai plus écouté qu'elle. Ce qui se passait autour de moi, je faisais pas attention. Parce que tu vois tout ce qui se passe. Oui. Enfin, tu as J'ai un un champ, champ donc tu vois devant pas moi, mais ouais. à ce moment-là, je vois encore tout puisque, du coup, l'anesthésiste me Mmh. fait, la piqûre dans le dos. Les sages-femmes, les infirmières me préparent pour l'opération. La sensation de perdre le contrôle de ses jambes, c'est vraiment impressionnant. Tu essaies de bouger tes doigts de pied et en fait, tu n'y arrives plus et donc tu as vraiment le sentiment que tu es là, tu es présente, mais que tu as plus du tout le contrôle de ton corps, tu Ouais, vois? ça doit être super Ça, c'est bizarre. vraiment très particulier. J'ai vécu ça de façon très marquante. Et après, en fait, ça va très, très vite. Donc, ils sont 2 gynécologues à pratiquer l'intervention et en 5-10 minutes, je pense que Lola était là. Ce qui met plus de temps finalement, c'est après, la sortie du bébé, c'est tout refermé. Quand Lola est sortie, ils me l'ont déposée sur l'épaule pendant quelques minutes pour que je puisse quand même Oui, j'allais avoir demander si tu l'as quand même en peau à peau ouais. directement ou pas? Non, pas à ce moment-là, Lola pas. Je l'ai d'abord eu sur l'épaule pendant quelques minutes, je Mmh. dirais un peu moins de 5 minutes. Puis elle est allée faire les premiers soins avec Arnaud et alors la kiné était toujours à côté de moi et je pense qu'elle avait l'expérience, elle avait pris un miroir et en fait, les soins se passaient dans mon dos.
Et donc, elle avait mis son miroir devant moi pour que je puisse voir ce qui se passait à l'arrière. Et donc, en OK. fait, je pouvais suivre les soins. Et ils avaient placé Arnaud aussi, juste derrière moi, où il était couché en peau à peau avec Lola sur lui. Et je trouvais ça chouette qu'il puisse partager finalement ce premier moment avec sa fille, puisque il avait participé à toute la grossesse. Et je sais que c'était important pour lui de pouvoir être présent lors de l'accouchement, de pouvoir partager ce premier moment avec Lola. Et une fois que moi qu'ils aient eu fini l'opération et que j'ai pu retourner en salle de réveil, là c'est moi qui ai pris le relais et qui ai gardé Lola toute la journée sur moi. J'étais pas prête à cet accouchement, ça m'a beaucoup bousculée. Et ma mère me racontait, moi j'en ai quelques souvenirs, mais que quand ils m'ont ramenée dans la salle de réveil, elle est arrivée avec la valise de maternité et elle s'attendait pas à ce que Lola soit déjà sur moi. Elle Parce pensait que tu allais seulement mais aller oui, en salle. parce qu'on l'a appelée et elle habitait pas très loin, donc je pense en 30 minutes, 40 minutes maximum, elle était là et elle me dit: «Je t'ai vue avec ma petite fille» et elle s'y attendait pas du tout, donc c'était aussi une surprise pour elle qui faisait la connaissance de sa petite fille, qui me voyait avec elle sur moi. Enfin voilà, je pense que c'était vraiment un beau moment Ah aussi. oui, 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 tu m'as parlé de ton allaitement. Ouais. Tu voulu allaiter directement Lola ou comment ça s'est passé? Alors, moi, je m'étais beaucoup renseignée pendant la grossesse et forcément, on entend, qu'il y a rien de mieux que l'allaitement et je m'étais dit: c'est une évidence, moi je vais l'allaiter. Et donc quand je suis arrivée à l'hôpital, ils m'ont posé la question: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Et je leur ai dit: très convaincue, je vais l'allaiter. Je pensais que ça se passerait de façon très naturelle, très fluide, très spontanée et en fait, ça a été vraiment très douloureux pour moi. Mais parce qu'attends, faut dire un truc, donc elle est quand même arrivée à 36 semaines. Oui. Donc est-ce qu'elle a été en néonate, en fait? Alors non, elle n'a pas été, le pédiatre a hésité un moment parce qu'elle était vraiment toute petite, hein. Elle faisait 45 centimètres, 2,3 kg. Ah oui, oui, Donc elle OK. était vraiment toute, toute petite, mais comme elle venait de passer le stade des prématurés et qu'en fait, quand ils ont fait les examens dès la sortie, ils m'ont dit que c'était un bébé très tonique et que du coup, ils allaient tenter de le laisser avec moi. Et franchement, je pense que vu la façon dont ça s'était précipité, moi, je l'aurais très mal vécu si en plus elle avait pas été avec moi. Donc ils l'ont laissée avec moi, ils l'ont mise directement au sein. Alors elle a très vite pris le sein, ça Mmh. oui, mais moi j'ai très mal vécu la montée de lait. J'ai trouvé ça limite encore plus douloureux que les contractions. En fait, l'allaitement pour moi a été très douloureux du début à la fin. J'ai très vite eu des problèmes de crevasses. J'ai testé mille et une choses pour me soulager. J'avais une sage-femme qui venait à Ah, tu étais domicile. quand même accompagnée dans J'avais ton une allaitement? sage-femme les premières semaines, mais qui venait parce que Lola était un tout petit bébé et qui devait venir contrôler son poids à domicile et qui venait vérifier ma cicatrice. Et donc, elle faisait le suivi pour Lola et moi. Et en fait, moi, j'avais vraiment des grosses douleurs quand elle prenait le sein. Mais je m'acharnais. Je voulais lui donner le sein. Je m'étais dit, je veux l'allaiter, je veux vraiment faire ça. Et donc je me suis acharnée pendant longtemps en fait, elle a pris le sein pendant 3-4 mois, Ah ouais, quand même! j'en ai beaucoup parlé à mon pédiatre et il se trouve qu'à partir d'un mois environ, Lola a commencé à avoir du reflux. Or dans un premier temps, le pédiatre m'a dit: comme elle est née plus tôt que prévu, peut-être que c'est parce que, son système digestif est encore immature, il faut le temps que tout se mette en place». Je m'étais dit: «OK», mais sauf que le reflux restait et je trouvais, qu'en fait, elle digérait mal mon lait et à un moment, en fait, c'est mon pédiatre qui m'a dit: «Mais écoutez, vous le vivez très mal. Lola n'a pas l'air d'aller bien parce qu'elle souffre de reflux. Est-ce que vous commenceriez pas d'abord par tirer votre lait et le donner au biberon?» Ouais. Donc ça a été la première chose que j'ai fait, ce qui a permis aussi à Arnaud de me relayer pour, les biberons de nuit et il était en demande de ça, hein, donc c'est ce qu'on a fait dans un premier temps. Ça m'a bien soulagée au niveau des douleurs que je pouvais rencontrer et puis, au fur et à mesure, elle continuait en fait à avoir malgré tout du reflux et moi je fatiguais en fait. Je pense que Parce que là, du coup, tu n'allaitais plus du tout, tu faisais que tirer ton lait? alors, je lui donnais de temps en temps encore le sein, mais de moins en moins. Et le fait que je lui donne de moins en moins directement le sein, je pense que j'étais moins stimulée, donc j'avais de moins en moins de lait Oui, c'est aussi. ça. Et donc, à un moment, c'est mon pédiatre qui voyait, je pense que j'étais hyper cernée, que j'étais très mal par rapport à ça, qui m'a dit: «Mais est-ce que vous savez, aucun bébé n'est tombé malade parce que on lui a donné du lait en poudre. Il n'y a pas de mal à ça. Peut-être que ça vous soulagerait vous aussi».
Et je me suis résignée et en fait, ça a été, une délivrance. Je pense tant pour moi que pour Lola. Son reflux a disparu. C'est vrai? Oui, je ne me l'explique pas. Le pédiatre me dit: Ça peut arriver», alors que normalement le lait maternel, il y a rien de mieux. Mais son reflux a disparu dès le moment où j'ai arrêté de lui donner le sein. Ça fait du bien, en fait, d'entendre des fois ça parce que ça te déculpabilise un peu. Là, les discours aujourd'hui sont fort pro-allaitement, Tout je à trouve. fait. Et tu as tendance à dire: «OK, c'est pour un mieux, j'ai envie d'y arriver». Mais moi, en tout cas, j'ai eu un peu des expériences similaires à toi. Et je suis convaincue que c'est pas fait pour tout le monde Tout parce que, à fait. j'avais beau m'acharner et ça marchait pas, tu vois? Donc ouais, du coup, mais on en reparlera après avec, Iris. Comment tu as vécu du coup ce grand saut dans la maternité, dans la parentalité? Quand vous rentrez chez vous, comment tout se met en place? Alors, moi, je sais que beaucoup de mamans disent que c'est le grand amour dès qu'elles voient leur bébé pour la première fois. Moi, j'étais paniquée. Ouais. J'étais paniquée. J'étais surtout rassurée quand Arnaud était près de moi. Mais comme j'ai accouché par césarienne, il est resté pendant les 5 jours où j'étais à l'hôpital avec moi tout le temps. La première fois qu'il est parti pour aller prendre sa douche et pour, tout préparer à la maison, il y a eu, je pense, un quart d'heure, 20 minutes où je me suis, retrouvée toute seule avant que ma sœur arrive pour prendre le relais d'Arnaud. Ces 15-20 minutes, je me suis effondrée. Je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je fais là toute seule avec mon enfant?» Et je la regardais et j'étais pleine d'amour pour elle, mais je savais pas comment m'y prendre, en fait. Ouais, tu connaissais pas encore. C'était pas si naturel que ça pour moi de trouver les bons gestes, de savoir comment faire. Alors que, étonnamment, et tout le monde me l'a dit autour de moi, bah, Arnaud, forcément, comme j'ai accouché par césarienne, au départ, je pouvais pas la porter, j'avais du mal à me déplacer, donc il a dû vraiment prendre cette place-là. Et lui, comme un poisson dans l'eau, hein, il y arrivait sans problème, comme s'il avait fait ça toute sa vie. Moi, j'étais scotchée en le regardant. Enfin voilà, on voyait que le rôle de papa, ça lui parlait, c'était fait pour lui. Moi, j'ai eu plus de mal à trouver ma place dans un premier temps. Je me souviens donc de ce premier moment où je me suis retrouvée vraiment seule à seule avec Lola, un peu paniquée. Et donc ça s'est fait pas dès le premier coup d'œil, tu vois? Tu as dû apprendre un peu à la Voilà, connaître, à l'apprivoiser, en fait. exactement. Moi, je pense que ça m'a mis un peu plus de temps que pour lui. J'étais très contente aussi parce qu'il a pris son congé parental et il est resté pendant quasiment 6 semaines avec moi. Il a cumulé différents congés pour pouvoir rester avec moi et avec Lola au début et j'avais vraiment besoin de sa présence, et ça m'a fait beaucoup de bien. Et on était vraiment dans notre cocon tous les 3 et on avait notre entourage qui venait nous aider pour, faire à manger, faire le ménage. Et on a besoin que de ça, en fait, hein, à Ouais. ce moment-là, surtout, que je venais d'accoucher par césarienne. Il y a la cicatrice, il faut le temps de s'en remettre. Ça m'a mis un petit peu de temps. Vous avez été super entourés, en fait. Oui, on a la chance d'avoir vraiment une famille sur qui on peut compter, qui est très présente auprès de nous. Et je trouve que les liens que je peux entretenir avec mes parents et avec mes sœurs ont été complètement transformés au moment où je suis devenue maman. On s'est rapprochés d'une façon que je m'attendais pas. Parce que tes sœurs étaient déjà mamans? Tu es Non, l'aînée moi, de la fratrie je suis ou? l'aînée de la OK. fratrie. Elles sont devenues toutes les 2 mamans, mais bien après moi. OK, d'accord. Donc Voilà. tu vraiment aussi un peu enfin, elles avaient toutes le temps à consacrer pour, Tout à Lola, fait. quoi, au Ouais, final. ouais, ouais, et c'était vraiment 2 tatis, hyper présentes, bien que l'une de mes sœurs avait plus de mal aussi parce que Lola était vraiment minuscule et elle me dit: «Mais j'ai peur de la blesser en la prenant». Mais elles étaient vraiment hyper présentes, à la fois pour moi, pour m'aider, pour me soulager, pour me soutenir et à la fois pour nous aider avec Lola. Donc ça, c'était super chouette. Je me souviens, à partir du moment où j'ai pu aller faire, les cours de kiné, post-natal, c'est tantôt ma maman, tantôt l'une de mes sœurs qui venait les garder. Quand il y a eu la période de Covid et Iris était toute petite, elle était bébé, ma sœur qui était institutrice et les écoles étaient fermées, est venue garder mes enfants alors que moi je travaillais. Donc elles ont OK. toujours été là. Ouais, du coup, tu es vraiment bien entourée, Mmh. dans tout ça, quoi. Et à quel moment donc, avec Arnaud, vous décidez de mettre en route le deuxième enfant? Alors, ma sœur et moi, celle qui vient juste après moi, on a 2 ans d'écart et je trouve que c'est l'écart, en tout cas moi c'est un écart parfait parce que Sabrina, donc c'est ma sœur, on est très proches, on est comme des copines en fait. Mmh. Et j'avais vraiment envie que, mes enfants aient ce même type de relation. Avec Jennifer qui est donc ma seconde sœur, on a quasiment 9 ans d'écart.
Alors, je suis proche d'elle aussi, mais différemment parce que, forcément, quand elle était enfant, moi j'étais ado, donc on n'avait pas du tout les mêmes centres d'intérêt. Je pense que c'est quand elle est devenue adulte qu'on s'est plus rapprochés aussi. Mais donc voilà, moi j'avais vraiment envie qu'elle soit proche en âge. Je pense que l'idée est vraiment venue de moi. C'est moi qui ai un peu insisté en lui disant, voilà, moi j'ai envie quand même d'avoir des enfants pas trop éloignés. Et il était d'accord, en fait. Et pareil, pour Iris, ça s'est fait assez rapidement. Là aussi, t'es tombée enceinte dès le premier cycle? Le deuxième. Donc, Ok. ça a été aussi très, très vite. Pour la petite anecdote encore, en fait, quand j'ai appris la date présumée d'accouchement d'Iris, qui était normalement le 17 novembre, j'ai compris qu'en fait, elle avait été construite le jour des 2 ans de Lola. Donc il fallait Donc vraiment c'était que ce soit voilà. 2 ans et quelques mois pile, quoi. Voilà, ouais, ouais. Alors là, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit: «Bah oui, encore une fois, on est pile dans le timing qu'on s'était donné». Ouais, c'est clair que Ouais. vous le respectez bien, quoi, jusqu'à présent. Et vous saviez que vous en auriez que 2 ou? Arnaud m'avait dit que pour lui, 2 c'était déjà pas mal. Moi, comme je t'avais dit là tout à l'heure, je m'étais dit 2 ou 3, donc je savais pas trop. Mmh. À titre personnel, si 2 ça me suffirait. Je m'étais dit: «Je vais vivre cette seconde grossesse et on verra, après si la question se repose ou pas». Donc je l'ai pas vécu comme si c'était ma toute dernière C'est ça grossesse. que je voulais savoir, tu vois? Et est-ce que, cette deuxième grossesse se déroulait super bien ou il y avait des petites choses? Pour Iris, ça s'est plutôt bien passé. Il y a juste alors pour Lola, je n'ai jamais eu le moindre symptôme de grossesse, je n'ai jamais été malade, jamais de nausées. Pour Iris, par contre, les 3 premiers mois, j'ai été quand même bien, bien malade pendant une période, mais ça s'est très vite arrêté. Dès que le 1er trimestre s'est arrêté, je n'ai plus eu de symptômes. Mais là, par contre, je me suis dit: «Ouh là, ah oui, ça je l'avais pas vécu pour Lola, je l'avais pas vu venir». C'était vraiment très, très dur. J'ai même perdu du poids à ce moment-là, tellement OK. j'ai été malade, je savais plus rien avaler. Voilà, donc ça a été difficile, le 1er trimestre pour Iris. Ma chance, c'est qu'une fois encore, j'ai été écartée, donc là, j'ai pu bien me reposer à la maison. Oui, mais parce que quand tu es enceinte et que tu as un enfant quand même encore en bas âge à gérer, c'est quand même, hyper fatigant donc Tout tu à fait. profitais quoi? Elle était déjà, à l'école là ou elle était encore en Non, crèche elle ou? était en crèche. Non, elle était pas en crèche, qu'est-ce que je raconte? Lola, elle était gardée par ma maman. OK, Donc d'accord. en fait, Iris est allée en crèche, mais Lola, elle a été gardée par ma maman et ma maman a pas pu garder Iris ensuite parce qu'elle avait eu un accident qui l'a empêchée en fait de faire la même chose que pour Lola et c'est vrai que du coup Lola et ma maman ont une relation très particulière, parce qu'elles sont très proches l'une de Oui, elle l'autre. était tout le temps avec Tout quoi. à fait et c'est vrai que du coup, pendant que j'étais enceinte d'Iris, moi j'étais beaucoup avec Lola ou Lola était beaucoup avec ma maman. OK, donc tu profitais quand même du fait, de pouvoir être à la maison pour la garder quoi, Oui. de temps en temps? Et Lola, en fait, sur la fin de ma grossesse, donc Iris est née en novembre, Lola est entrée à l'école en septembre. OK, d'accord, ouais, D'accord? ouais, Donc, ouais. vraiment sur la fin de la grossesse, elle est rentrée à l'école à ce moment-là. Et d'ailleurs pour Lola, ça a été beaucoup de changements en très peu de temps parce qu'elle a appris qu'elle allait devenir grande sœur. Elle rentrait à l'école, il y avait la propreté. C'était aussi la période où on l'a fait passer dans un lit de grande. Et je pense que Que ça de changements ouais, ça quoi. a fait vraiment beaucoup, beaucoup de changements pour elle. Elle l'a pas mal vécu. Les nuits ont été difficiles pendant cette période-là pour elle. Et pour toi alors, ça devait être d'autant plus, fatigant, non? Oui, surtout en fin de grossesse. Moi, je me souviens qu'à ce moment-là, Lola, elle avait vraiment besoin qu'on l'accompagne au coucher et donc je me mettais assise au pied de son lit pour rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme, et ça devenait vraiment très compliqué parce que j'étais très, très enceinte. Arnaud m'avait installé du coup un matelas au pied de son lit et c'est arrivé, des dizaines de fois que je finisse par m'endormir avec elle, en fait, au pied de son lit. OK, oui, 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 d'accord. Et tu te mettais pas la pression par rapport à ça? Tu disais: «Elle a besoin de moi, je reste à ses côtés» Oui, ou tu voilà. voulais, que, je sais pas, avec le stress de l'arrivée de la deuxième, vraiment baliser, tu vois, tu restes dans ta chambre parce que dans quelques mois, maman sera occupée avec bébé, je sais pas?
Je m'étais dit non, qu'il faut qu'on soit près d'elle parce que justement, quelque part, elle a rien demandé, on lui impose beaucoup de changements. Je me dis, elle a besoin de nous et on est resté vraiment très présent et très à l'écoute de ce qu'elle l'attendait, de ce qu'elle demandait de notre part. Et donc, on l'a vraiment accompagnée dans ces nuits-là. Et en fait, ça a continué après la naissance d'Iris. Elle comprenait pas pourquoi Iris dormait près de nous, par exemple. Mmh. Et donc, elle nous rejoignait constamment dans notre lit et on la laissait faire parce qu'on se dit, bah oui, il faut pas qu'elle se sente mise à l'écart parce qu'elle a une petite sœur. Ouais. Et donc, on a fait ça, je pense, pendant les 6 premiers mois après la naissance d'Iris. Et le jour où Iris a commencé à vraiment faire ses nuits, on lui a proposé qu'Iris la rejoigne dans sa chambre. Et donc, elles ont dormi ensemble dans la même chambre. Et à ce moment-là, Lola, elle avait plus besoin de nous pour les nuits et elle faisait ses nuits. Elle se OK. disait, ma petite sœur était avec moi. Je pense que elle se disait aussi, bah, on est traités de la même façon, du coup. Donc voilà, je suis rassurée, je suis plus toute seule. Je sais que papa et maman, ils font pas de différence entre Iris et moi. Et à ce moment-là, elle a commencé à dormir dans sa chambre toute seule. Mais pendant toute une période, quand même de longs mois, on a dû l'accompagner. Oui, parce qu'en plus, c'est quand même un âge un peu charnière au niveau du sommeil, 2 ans, 2 ans et demi. Tout à Donc fait. c'est vrai que c'est bien que vous ayez pu l'accompagner comme ça, quoi. Parce qu'avec la fatigue, des fois, tu as tendance, tu vois, à dire: «OK, là, je pense à moi, j'ai besoin d'une nuit de sommeil toute seule dans mon lit», On mais essayait de se relier avec Arnaud, hein, parce que vraiment, le sommeil, que ça soit pour Iris ou pour Lola, a toujours été un peu problématique à certains moments. C'est pas de façon constante, mais de façon ponctuelle. Elles ont eu à certains moments des périodes des nuits agitées ou plus compliquées. Et je pense que pour nous, que ça soit pour Arnaud ou pour moi, c'est vrai que le sommeil a été vraiment un des points difficiles à gérer. Que ça soit à la naissance, forcément, parce qu'il faut leur donner mmh. à manger quand ils sont tout petits. Mais ça, à la limite, on le gérait plutôt bien, je trouve. C'est effectivement, comme tu le dis, vers 2 ans et demi, où l'une comme l'autre a eu besoin de notre présence à ce moment-là. Et on a essayé vraiment d'être le plus présent possible. Et puis au final, c'est passé tout seul. Mmh. Oui, c'est ça. Tu t'es pas trop, posé de questions pour, Je pense qu'elles en lutter avaient contre besoin. ça. Tu savais qu'elles en avaient besoin. Ouais. Écoute, je propose que du coup, tu racontes peut-être cette 2e arrivée de ta 2e enfant. Donc, comment se déroule, l'accouchement? Est-ce que d'office, c'était une césarienne programmée? Alors, ici, pour Iris, elle était bien positionnée. Donc, j'avais l'espoir d'accoucher par voie basse. Mais comme j'ai vécu une première césarienne, mon gynéco m'avait dit, on fait passer un examen où on vérifie si, au niveau de ton bassin, tu as la taille suffisante pour faire passer le bébé. Et en fait, il s'est avéré que non. J'ai appris à ce moment-là que mon bassin était beaucoup trop étroit et que même si j'avais une autre grossesse, jamais j'accoucherais par voie basse. Donc ça a été de nouveau une belle douche froide. T'avais l'envie d'accoucher, par Je voie m'étais basse à un dit: moment? «Oui, quand même», surtout que là, je venais d'apprendre qu'elle était bien positionnée, qu'elle Mmh. s'était retournée. Donc je m'étais dit: «Bon, peut-être qu'ici, je vais vivre un accouchement plus traditionnel quelque part». Et en fait, non. Et donc ça a été une petite déception à ce moment-là pour moi. Mais je me suis fait à l'idée et cette fois-ci, je savais à quoi m'attendre parce que je l'avais déjà vécu une première fois. Pour Iris, j'ai accouché un peu plus tard, donc à 38 semaines. Et là, en fait, j'étais partie me coucher. Et je pense vers 23h, j'ai commencé à avoir des contractions. Sauf que là, les contractions, elles étaient beaucoup plus fortes que pour Lola. Mais vraiment beaucoup, beaucoup plus fortes et très rapprochées. Donc très vite, j'ai été dire à Arnaud, écoute, je pense que le travail s'est mis en route, il faut qu'on y aille. Donc il appelle mes parents parce que Lola dormait. Oui. Du coup, mes parents arrivent, je sais pas comment ils ont fait, ils sont arrivés méga vite. Ils ont pris le relais. Alors moi, j'étais je culpabilisais parce qu'on partait sans dire au revoir à Lola. Donc elle s'attendait à nous voir le matin et on n'était pas là, hein. Oui, oui, Donc oui. ça déjà, j'ai hésité. Je lui dis j'ai demandé à Arnaud qu'est-ce qu'on fait? On la réveille pas? Et il m'a dit écoute, on va la laisser dormir. Ses grands-parents lui expliqueront demain ce qui se passe et elle pourra venir te voir à l'hôpital. Et donc on est arrivé, je pense, il était minuit et demi à l'hôpital. Je suis accueillie par la sage-femme. Je lui explique que j'ai des contractions mais ultra violente à tel point que j'étais sur le point de me taper contre le mur. Vraiment, c'était vraiment hyper douloureux. Et je vois qu'elle est très pressée et elle me dit j'appelle le gynéco immédiatement, on vous prépare parce que forcément, je savais que je pouvais pas accoucher par voie basse, j'avais de grosses contractions. Entre-temps, j'ai perdu les os aussi, donc il Ah fallait oui, OK. vraiment aller vite. Donc mon gynéco arrive très vite. J'ai eu la chance, c'est que pour mes 2 césariennes, c'est mon gynéco qui a fait Qui les était là à chaque oui. fois? Et donc ça m'a vraiment rassurée parce que, forcément, je le connaissais bien, il me connaissait bien, il m'avait suivi pendant
toutes mes grossesses. Donc pour moi, c'était important que ça soit avec lui. Mmh. Ça m'a rassurée. Et l'accouchement d'Iris, pareil, hein, elle était sortie très très tôt. Ils l'ont posée comme ils l'avaient fait pour Lola sur mon épaule. J'ai pu la garder un petit peu plus longtemps que pour Lola. Puis la même chose, en fait, ils ont été faire les soins avec Iris et puis c'est Arnaud qui a un petit peu fait de peau à peau. Du coup, moi, je pouvais les voir, donc je les observais et j'étais connectée à eux. Mais par contre, je me suis dit, tiens, c'est étrange, ça dure beaucoup plus longtemps que pour Lola, au niveau de Mmh. l'intervention. Mais j'entendais pas trop ce qui se disait, les infirmières me parlaient, donc je me préoccupais pas trop de ce qui se passait au niveau des médecins. Mais ça durait plus longtemps que prévu, et eux, par contre, ils sont restés d'un calme olympien à ce moment-là. Puis, du coup, c'est fini, ils m'emmènent en salle de réveil, j'ai Iris à ce moment-là sur moi, Arnaud à côté de moi, et là il y a mon gynéco qui arrive et qui me dit voilà, vous allez bien, Iris va bien, mais je dois vous annoncer qu'il y a eu quelques complications. Et donc en fait j'apprends que si j'ai eu des contractions aussi violentes, c'est qu'à chacune d'entre elles, la poche utérine à l'endroit de la première cicatrice se fissurait. Et donc en fait quand ils ont ouvert, Iris était déjà là. Ils ont pas, enfin la poche s'était complètement déchirée. OK, donc heureusement qu'ils ont été aussi rapides. Voilà, oui, c'est ce qu'il me disait, vous avez bien fait de venir aussi rapidement à l'hôpital et on a eu vraiment beaucoup de chance, encore une fois, que l'intervention ait pu se dérouler aussi rapidement. D'où l'explication de pourquoi ça a duré si longtemps. Il m'expliquait que pour me refermer, ça a mis vraiment beaucoup de temps et qu'ils ont dû faire plus que ce qu'ils avaient fait pour Lola. Donc les complications, c'était au niveau de toi, ton état de santé ou au niveau d'Iris? Non, Iris, elle a rien eu, tout allait bien de son OK. côté, mais c'était vraiment à mon niveau. Et alors, je me souviens de ça et je pense que j'ai haï mon gynéco pendant ce moment longtemps. Il m'a dit, pour vous remettre le plus vite possible, on va vous mettre debout très tôt. Ce qu'il n'avait pas fait pour Lola. Pour Lola, je suis restée allongée pendant 24 heures, Mmh. le temps de me remettre, etc. Ici, après l'accouchement d'Iris, je pense qu'il avait peur que je forme des caillots. Oui. Et donc il m'a dit, donc j'ai accouché à 1h du matin, ils sont arrivés vers 7-8 heures, ils m'ont dit on vous met debout. Et ça a été d'une douleur énorme, vraiment. Je pense que j'en ai crié tellement j'ai eu mal à ce moment-là. Mais apparemment, c'était vraiment nécessaire de me mettre debout et que je bouge un petit peu. Mais tu avais plus les effets de l'anesthésie, Ah si non, à proche ce de moment-là la pas. césarienne? Non, 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 parce que là, je tenais sur mes jambes, je On devait tremblais. tenir, mais Ouais, ouais. mais j'avais la capacité, en tout cas, de bouger. OK. Et donc ils m'ont mis debout, ils m'ont demandé de faire 2-3 pas. Au bout de 2-3 pas, ils m'ont réassise dans un fauteuil, mais ça a été vraiment très très douloureux. Sur le moment même, comme je dis, je l'ai haï. Je me suis dit mais Mmh. pourquoi est-ce qu'il me fait vivre ça? C'est horrible. Mais ça m'a permis de récupérer beaucoup plus vite que pour Lola par exemple. Ah, tu l'as senti vraiment Ouais, ça? après les jours qui ont suivi, je m'en suis remise beaucoup plus vite. OK. Alors que l'intervention que j'avais subie pour Iris était quand même plus importante que celle que j'ai subie pour Lola. Mais je me suis beaucoup plus vite remise. D'ailleurs, mes parents, Arnaud, mes sœurs me disaient mais arrête, calme-toi un peu, il faut pas aller si vite. Mais je pense que j'étais pleine d'hormones de grossesse aussi. Et effectivement, j'avais Lola qui était là aussi, donc j'avais envie de très très vite, je pense, me remettre. Et donc, j'étais beaucoup plus vite en forme pour cette seconde grossesse. Malgré donc tes péripéties avec ton premier allaitement, est-ce que, tu avais envie de retenter l'aventure, lactée avec Iris ou pas? Alors, avec Iris, on s'est pas du tout mis de pression. On s'est dit, on va pas ne pas le faire de façon systématique, on va tenter et on verra bien. Et avec Iris, ça a été un peu plus facile au début. Et alors, ce que j'ai directement fait, j'ai alterné la prise au sein directe et le biberon, donc je tirais mon lait. C'était toujours de ton lait? Oui, OK. au début. Et ça, je l'ai fait pendant 2-3 semaines. Et il se trouve que Iris a très vite attrapé le virus de la bronchiolite et RSV. Et donc, elle a été hospitalisée en soins intensifs pédiatriques quand elle avait à peine 1 mois. OK, waouh. Et ça a été vraiment très, très difficile pour nous. Et là, par contre, j'ai arrêté d'allaiter parce que, on n'a fait que des allers-retours à l'hôpital. Elle n'était pas en mesure de se nourrir par elle-même, donc il lui avait mis une sonde. Il m'avait proposé de continuer à tirer mon lait et de mettre mon lait à travers la sonde, mais moi, j'étais épuisée et j'ai eu de moins en moins de lait à ce moment-là. Et à un moment, l'infirmière m'a dit, écoutez, je pense que vu tout ce que vous traversez, postpartum, votre bébé qui est hospitalisé, vous êtes fatigué, ne vous mettez pas de pression. Et donc, j'ai accepté à ce moment-là qu'il lui donne du lait en poudre. Et donc, voilà, là, ça s'est fait sans pression à ce moment-là. Je me suis dit, bon, voilà, elle aura eu pendant 2-3 semaines et
Pas de regret, quoi. Non, pas de regret. On s'est pas forcé comme on a pu le faire pour Lola. Oui, oui, et donc au final, tu gardes pas un mauvais souvenir de tes allaitements ou qu'est-ce que t'en gardes? Alors, mauvais souvenir, j'ai pas envie de dire que c'est un mauvais souvenir, mais je pense qu'il y a quand même une part de regret de ne pas avoir vécu ça de façon plus sereine. Je pense que si je m'étais mieux renseignée pendant la grossesse, je me serais fait accompagner par une spécialiste en lactation, ou j'aurais fait les choses peut-être différemment et sans me mettre de pression. Je pense qu'il y a effectivement, comme tu disais aussi, à travers les réseaux sociaux notamment, on met en avant tous les bienfaits de l'allaitement et bon, je remets pas du tout ça en cause, mais je pense que du coup, ça peut culpabiliser toutes les femmes qui ne savent pas allaiter ou qui ont du mal à allaiter. Je pense qu'il faut vraiment avoir une parole plus libérée et de se dire aussi que c'est pas mal de ne pas allaiter son enfant et qu'il s'en porte pas plus mal. Voilà, moi je l'ai vraiment vécu plus difficilement pour Lola et quand j'ai vu que finalement elle allait très bien et que son reflux est passé une fois qu'elle a pris du lait en poudre, je me suis dit voilà, je pense qu'on a fait ce qu'il fallait à ce moment-là. Oui, clairement. Mais je te dis, moi, c'était pareil. Et finalement, si toi, t'es pas bien dans ton allaitement parce que tu souffres trop, il vaut mieux être des parents sereins, une maman sereine. Comme ça, votre bébé sera plus serein. Je pense que, comme tu dis, c'est bien de le dire aussi. C'est que, en fait, c'est pas mal de pas allaiter, quoi. C'est faire un mieux pour le bien-être de ses enfants, en tout cas. Tout à fait. Je suis 100% d'accord avec ce que tu viens de dire là. Et voilà, je pense vraiment que pour les enfants, comme tu dis, l'important c'est qu'on se sente bien. Ils le ressentent directement. Je pense que Lola sentait que j'étais crispée et donc forcément elle le vivait mal aussi. Donc voilà, je pense que tout ça est lié. Si maman va bien, bébé a priori ira bien aussi. Mmh. Et par rapport à la bronchiolite, l'hospitalisation d'Iris, comment ça s'est organisé? Ça a été toute une organisation. C'est-à-dire que d'abord, je vais pas citer les hôpitaux. Elle a été dans un premier hôpital où pendant 3 jours, où je l'ai vue s'enfoncer et j'ai vu l'équipe médicale complètement paniquée, ne pas savoir comment réagir. Il me disait qu'elle était très fatiguée et que se nourrir la fatiguait très très fort. Donc ils avaient diminué les portions de lait à ce moment-là. Mais du coup, moi je me dis, elle va être affamée, c'est pour ça qu'elle arrête pas de pleurer. Et en fait, son état se détériorait et à un moment, un médecin est venu me voir et il m'a dit, on va devoir la transférer parce que elle doit être branchée à une machine que nous n'avons pas chez nous. Il faut qu'elle aille dans un autre hôpital qui a le matériel nécessaire parce que c'était un très petit bébé, elle avait qu'1 mois. Mmh. Et donc j'ai été transférée avec elle en ambulance, avec tout le pataquès autour de nous, les médecins, elle était dans une sorte de couveuse, enfin vraiment c'était impressionnant. Et là elle est arrivée dans les soins intensifs pédiatriques où d'entrée de jeu, moi j'ai dit à l'équipe médicale, écoutez, je viens de vivre 3 jours horribles où j'ai vu mon enfant s'enfoncer, l'équipe médicale qui semblait ne pas savoir ce qu'elle faisait, ils ne me communiquaient rien, j'ai le sentiment qu'ils l'ont laissée s'affamer. Moi, je veux plus ça. Et donc, en soins intensifs, ce qui est intéressant, c'est que tu as une infirmière par enfant. Et donc, j'avais une personne attitrée qui s'occupait uniquement d'Iris et qui était vraiment très, très présente et qui nous a expliqué tout ce qu'elle faisait quand elle la branchait à des machines pour l'aider à respirer, la sonde. Elle m'expliquait comment vérifier que toutes les mesures, sa saturation, etc., aux écrans étaient bonnes ou pas. Et donc, dans ce second hôpital, j'ai vraiment apprécié l'encadrement qu'on a reçu. Et en fait, ça s'est passé fin décembre et je pense que après 10 jours au total d'hospitalisation, donc 7 jours dans le deuxième hôpital. On était le 24 décembre et l'infirmière est venue me voir. Elle m'a dit, on va vous faire un cadeau pour Noël, on va vous laisser sortir. Ah, c'est trop bien. Bah oui, parce que sinon, ça voulait dire que tu laissais Lola à la maison. Ouais. Ok. Et Lola, elle était gardée par alternance par ses grands-parents. Et donc, on a pu rentrer avec Iris le 24 au soir, récupérer Lola et on a passé la nuit du réveillon à 4. Tout ce qui est plus calme à la maison, mais simplement d'être à 4 à la maison, on s'est dit, waouh. C'est tout ce dont on avait besoin à ce moment-là. Ouais, je comprends. Et ça a été après ça, ou alors elle a dû avoir un suivi, Iris, par rapport à ces problèmes-là? Alors, on nous a dit que comme elle était vraiment très très petite et qu'elle a été fort touchée au niveau des bronches, qu'elle serait toujours plus sensible au niveau des bronches. Elle a eu un suivi aussi au niveau de la kiné. J'ai presque pris un abonnement chez la kiné pendant 2 ans. Et donc, chaque fois qu'elle était enrhumée, ça tombait sur ses bronches. Et ça a duré quand même jusqu'à ses 4-5 ans. Là, ça fait vraiment 1 an, j'ai le sentiment où ça va vraiment mieux. Elle est malade, mais comme tout autre enfant. Mais avant, dès qu'elle avait un rhume, ça tombait sur ses bronches et on a dû être vraiment vigilants par rapport à ça.
OK, et en plus, du coup, elle était en milieu d'accueil contrairement à Lola que Oui, tu me disais, donc j'imagine qu'elle contractait beaucoup tout plus à vite des fait. petites maladies Ouais, qui tournaient, plus vite, ouais. à la bronchiolite, quoi. Oui, oui. C'est pour ça que je te dis, hein, on était abonnés, on avait une kiné, qui la connaissait super bien et du coup, cette kiné me disait, hein, dès qu'elle était enrhumée, je pouvais la contacter. Elle était dispo 7 jours sur 7. On allait faire, une petite séance chez elle et ça la soulageait. OK. Voilà, on a été bien entourés pendant, ce moment-là par une équipe médicale qui l'a bien prise en charge. Notre pédiatre qui nous faisait faire, des cures homéopathiques pour essayer justement de renforcer ses défenses immunitaires à ce niveau-là aussi. Mmh. Maintenant, donc tes filles ont grandi. Oui. Tu n'es plus dans la petite enfance, tu es dans un autre stade. Déjà, j'ai une question. Est-ce que, en tant que maman, il y a quelque chose, il y a une période que tu préfères? Je sais pas s'il y a une période que je préfère. J'ai l'impression que tous les âges ont leur petit charme. Moi, j'ai adoré, pouponner. Là, par exemple, une de mes sœurs, elle vient de devenir maman, son fils a 8 mois et je trouve ça trop, trop chouette de pouponner, faire des bisous, des câlins, pouvoir tenir dans les bras, donner à manger et cetera. Je trouve ça trop chouette. Mais j'aime bien aussi quand elles grandissent parce qu'elles s'affirment. Là, on est arrivé à un stade où, elles ont chacune leur personnalité et moi j'encourage vraiment ça parce qu'elles sont très différentes l'une de l'autre et je trouve ça génial. Il y a Lola qui est plus girly, qui est effectivement aime bien le rose, aime bien les princesses, aime bien les licornes. Elle est plus douce, tandis qu'Iris, elle aime bien le foot, elle aime bien les voitures, les super-héros. Elle a un tempérament un peu plus de feu, Iris. Mmh. Et elles sont très différentes. Elles s'entendent très bien. Elles sont chien chat aussi beaucoup. Mais je trouve ça génial qu'elles osent s'affirmer et nous, leur papa et moi, on veut vraiment qu'elles puissent se sentir bien et qu'elles soient pas, restreintes à ce que la société attendrait d'elles. Donc vraiment, c'est important pour nous qu'elles puissent s'épanouir quoi qu'elles ont envie de faire. Iris, elle a envie de faire du football, on va la laisser faire du football. Lola, par exemple, elle adore la gymnastique, de la danse, elle va faire de la gymnastique, de la Mmh. danse. Ouais, vous les suivez vraiment dans leurs envies, quoi. Voilà, tout à fait. Vous avez pas des principes, c'est hors de question, non, 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 ouais. du tout, du tout. Au contraire, on veut vraiment qu'elles puissent effectivement, s'affirmer et développer des passions qui leur sont propres, en fait, et leur univers qui leur est propre. Moi, avant, quand elles étaient petites, j'adorais, choisir leurs vêtements, j'adorais choisir, la décoration, les petits jeux, mignons tout plein. C'est fini ce temps-là, hein. Là, Mmh. maintenant, elles choisissent elles-mêmes, la façon dont elles décorent leur chambre. Elles ont chacune leur univers. Pareil pour les vêtements. Lola, elle est très robe, très petite jupe, tandis qu'Iris, elle préfère tout ce qui est jogging. Voilà, et je trouve ça très chouette en fait qu'elles aient chacune, oui, une personnalité bien affirmée et qu'elles se fichent finalement de ce qu'on pourrait attendre d'elles ou de ce que les autres pourraient dire. En tout cas, là, c'est ce que nous, on a tendance à vraiment vouloir leur dire, c'est elles doivent être fières de qui elles sont. Mais toi qui adores justement la déco, la mode, est-ce que ça a pas un petit côté frustrant de devoir tout déléguer aujourd'hui? Enfin déléguer, on s'entend, mais tu vois ce que je veux dire? Alors oui, forcément, parce que j'aime bien leur choisir des vêtements colorés, j'aime bien, effectivement la mode et j'ai toujours adoré les habiller. Maintenant, comme je connais un petit peu, leur goût aussi, en général, ce que je fais, je leur montre, je vais plus, par exemple, me tourner vers des robes ou des jupes, avec un style de couleur pour Lola, tandis que pour Iris, comme je te disais, elle est plus jogging, elle est plus, basket, pull à capuche ou des choses comme ça. Et donc je sais orienter en fonction de leur style, respectif, tu vois? OK, oui, 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 c'est ça. Tu Voilà. t'adaptes, mais tout en ayant quand même un petit contrôle de leur Voilà, pour le style, moment pour le moment, j'essaie encore de garder un petit peu le contrôle, mais ça devient de plus en plus difficile. Mais donc maintenant que tu as le recul, nécessaire, quand même sur ta maternité, comme je le disais, vu que tes filles sont plus dans la petite enfance, est-ce que tu pensais que tu allais devenir la maman que tu es aujourd'hui? Je sais pas si j'avais des attentes sur la maman que j'allais être. Je dirais plutôt que, je me plais dans le rôle que j'occupe aujourd'hui en tant que maman, dans le sens où,
j'arrête pas de leur dire que personne n'est parfait, que tout le monde essaie de faire de son mieux, que ça arrive de faire des erreurs. Je pense que ça, c'est vraiment important de pouvoir leur communiquer. Et j'ai un côté, je pense que malgré tout, je garde un côté un peu maman louve, hein, avec sa meute à ses côtés. Moi, j'adore faire des choses avec mes enfants. Alors, j'aime bien aussi faire des choses à côté sans elles, parce que je pense que c'est essentiel. On n'est pas que des mamans. Mais dans mon rôle de maman, oui, je m'épanouis vraiment dans ce rôle-là. C'est quelque chose, je m'attendais pas à ce que ça me plaise autant et que je m'épanouisse autant dans ce rôle-là. Je m'y retrouve, en fait. Comme je te disais, ça a pas été, d'emblée instinctif pour moi dès la première fois que je les ai vus. C'est quelque chose que j'ai appris en étant à leur côté. Je pense vraiment qu'on apprend tous les jours à être maman et j'apprends encore plein de choses à leur côté aujourd'hui et j'ai l'impression qu'elles m'enseignent beaucoup de choses. Voilà, elles me donnent aussi des indications sur comment me comporter avec elles et ça m'arrive de me tromper et en général alors, j'essaie de le reconnaître, hein. Je pense que Mmh. c'est comme ça aussi qu'on grandit, qu'on mûrit, qu'on évolue. Et tu disais, que pour toi, c'est important de pas s'oublier. Oui. Est-ce que tu as un petit rituel? Qu'est-ce qui te fait du bien pour justement, te détacher un peu de ce rôle de maman et penser à toi? Alors, c'est vrai que quand on est devenus parents et qu'elles étaient très petites, on s'est consacré fort, fort, fort à ce rôle-là. Un peu au détriment de notre couple, avec Arnaud. Je pense qu'il y a eu aussi la période du Covid où on était très, très fort en famille à ce moment-là, comme toutes les familles, très fort en symbiose. Et c'était très chouette, en fait, on a vraiment apprécié ce temps-là. Mais après, quand tout a réouvert, on a eu envie vraiment de sortir et on a repris, en fait, Arnaud et moi, des activités vers l'extérieur. Là, par exemple, par rapport à notre couple, on s'octroie à chacun de nos anniversaires un séjour juste à deux. Donc maintenant, on s'offre plus de cadeaux, on s'offre des séjours à deux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on maintient depuis quelques années. Et puis on a des activités, lui comme moi, à l'extérieur. Par exemple, lui, il est passionné de football, il suit un club, il y va tous les 15 jours. Moi, j'ai fait beaucoup de sorties avec mes copines, des copines d'ailleurs que j'ai rencontrées beaucoup via Insta. Mmh. Et avec certaines d'entre elles, on s'organise chaque année un petit voyage entre copines aussi. C'est des petites bulles d'air en dehors du cocon familial et je pense que c'est important aussi de se dire, on est des mamans, mais on n'est pas que des mamans, on est des femmes, on est des compagnes, on est des amies et on a plein de casquettes et voilà, moi j'ai besoin de pouvoir remplir toutes ces casquettes-là. Tu vois, je trouve que quand on a des enfants vraiment en bas âge, on a tendance vraiment, t'as traversé ça toi-même, à oublier toutes nos autres Mmh. casquettes. Et moi, je mets un point d'honneur à dire tout le temps, en fait, il faut pas s'oublier. C'est maintenant aussi qu'il faut continuer à profiter du reste de la vie en dehors de son rôle de parent. Et donc, je trouve que c'est bien que tu le rappelles aussi, en fait. C'est que faut pas attendre 5 ans que tes enfants grandissent pour toi continuer à profiter des à côté du fait d'être maman. Et ça veut pas dire que t'es égoïste, je pense. Non, non, du tout. Et je pense que on aurait dû le faire avec Arnaud plus tôt. Parce qu'effectivement, quand elles étaient petites, on avait du mal à les lâcher, à les laisser aller dormir chez leurs grands-parents et autres. On avait vraiment envie de rester avec elles. On en avait peut-être besoin aussi à ce moment-là. Mais du coup, effectivement, on s'est un petit peu oublié durant cette période-là. Et ça a mis du temps avant qu'on s'en rende compte et qu'on ait ce besoin vraiment de se retrouver aussi tous les deux. Mmh. On était beaucoup à 4, mais pas suffisamment tous les 2. Et donc là, on s'est dit: «Ouah, il va falloir qu'on s'arrête et qu'on prenne soin de notre couple aussi». Parce que vous avez senti que votre couple pouvait dérailler à un moment? Il y a eu une période effectivement où, on s'était un peu perdu de vue dans la routine du quotidien, tu vois? Mmh. On était ensemble, mais on partageait des moments du quotidien, de la vie de famille, mais moins de la vie de couple et on s'est dit: «Oui, il va falloir qu'on retrouve aussi cette vie-là qu'on avait avant» parce que, on a vécu longtemps quand même juste à 2 et on s'était un peu oubliés en devenant parents et on s'est rendu compte que c'était vraiment utile et un besoin pour tous les 2, une envie surtout, de se retrouver aussi. Ouais, c'est courant en fait, hein, tu ton premier enfant, t'es dans ta bulle et puis la routine, vient, t'as un deuxième enfant et puis tu continues parce que t'as la tête dans le guidon et puis à un moment, tu te rends compte que les routes se sont tellement séparées je pense qu'il faut un couple solide vraiment de base ou alors pouvoir s'octroyer ces moments directement. Parce que sinon c'est compliqué, de continuer, ce chemin ensemble. Enfin, je pense que
on voit bien, tu vois, dans les stats et tout, il y a tellement de plus en plus de parents qui se séparent après l'arrivée d'enfants qu'à un moment donné, en toute logique, tu te dis, tu prends soin de ton couple, tu continues ou alors c'est compliqué, quoi. Ouais, tout à fait, oui. Oui, effectivement et je pense que on est tous à un moment amenés à traverser cette petite crise, et tout dépend vraiment comment on va y répondre, en fait, hein. Mmh. Je pense que c'est pas pour moi, la période de crise, souvent, elle est vue péjorativement, comme si c'était un moment, très critique dans la vie d'un couple. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça appelle au changement, et Mmh. que c'est plutôt quelque chose de positif, c'est quelque chose qui va faire évoluer le couple. C'est un moment effectivement où on est en transition, un changement va s'imposer, mais si on y travaille ensemble et qu'on est dans une forme de communication, c'est quelque chose normalement de positif qui aboutira. Mmh. On n'a pas encore abordé, ton compte Instagram. Donc, à quel moment dans tout ton parcours est-ce que tu as l'idée de créer ton compte, Instomolings? Alors, en fait, j'ai d'abord découvert vraiment Instagram et tout ce monde-là, le monde de l'enfance, de la déco, etc., quand j'étais enceinte de Lola. Mais à ce moment-là, j'étais pas encore un compte public, je partageais encore rien du tout. C'est un peu après la naissance de Lola que j'ai commencé. Je me suis dit, bah allez, je trouve que c'est chouette ce que je vois. Je me dis pourquoi pas moi. Donc j'ai commencé à partager un petit peu de ma vie de jeune maman. J'ai aussi, j'avais créé à ce moment-là un compte vide dressing où je vendais les vêtements de mes filles, de Lola d'abord et puis d'Iris. Et là, j'ai rencontré pas mal de mes copines Insta, copines même dans la vraie vie en fait. Et c'est ça qui est génial, je trouve, avec Instagram, c'est que aujourd'hui, j'affectionne vraiment le partage, les échanges, les rencontres. J'ai vraiment 2 très bonnes copines que j'ai rencontrées via ce vide dressing à la base, qui aujourd'hui font partie de nos vies. Nos enfants ont grandi ensemble, on se voit pendant les fêtes. Ici dernièrement, on a fêté le Nouvel An tous ensemble. Donc ça, c'est vraiment, j'ai envie de dire merci à ce réseau qui est une vraie communauté. Et je pense que c'est comme ça que moi j'y ai adhéré, c'est que j'étais en recherche de la communauté des jeunes mamans, tu vois. Mmh. J'avais besoin de parler de ce que je vivais, me reconnaître aussi dans cette communauté-là. Et donc j'ai commencé à partager là-dessus, à échanger sur ce sujet-là. Et j'ai trouvé quelque chose en fait d'assez bienveillant et qui me faisait du bien. C'était ma petite bulle à moi. Et puis en fait, ça a assez vite bien pris, à mon grand étonnement, parce que mon compte, c'est pas du tout un compte pro. Je partage de façon très spontanée ce que j'ai envie quand j'en ai envie. Même si parfois il m'arrive d'avoir certains partenariats, c'est pas du tout mon métier. Mmh. Et donc voilà, moi c'est vraiment la façon dont je veux partager sur les réseaux, c'est rester le plus libre possible et le plus spontané possible. Voilà. Et Anstomolings, je trouvais que ça me parlait bien comme nom parce que ça signifie en bruxellois en cachette. Et donc moi je trouve que Instagram, forcément, si on se met en public, on partage des choses, c'est parce qu'on a besoin forcément un peu de reconnaissance, on va se l'avouer. Et je pense que tout le monde est un peu dans ce cas-là quand on est sur les réseaux sociaux, même si on se le dit peu. Mais en même temps, il y a une forme de pudeur que j'avais envie de garder. Et donc, en Stummelings, c'était un peu l'ambivalence de je me montre, mais j'en dis pas trop. Au départ, c'était pas le nom de mon compte. Au départ, c'était simplement mon prénom. OK. Et puis, à un moment, je me suis dit, bah, non, en fait, je voudrais quelque chose qui me caractérise plus et qui caractérise aussi ce que je partage. Et donc, en tant que bruxelloise, en plus, je m'étais dit, à un moment, je sais plus, m'est venue l'idée de Hans Stummelings. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est clairement ça. C'est je me montre, mais en cachette. C'est-à-dire, j'en montre, mais pas trop Tu non restes un plus. peu mystérieuse, Ouais. quoi. Ouais, ouais. Voilà. Donc, Et c'est ce que tu continues de faire encore aujourd'hui? tout à fait. Je partage des moments de vie, je partage des sorties, de la déco, mais je vais pas partager, des choses très, très personnelles ou très intimes. Voilà, je m'étale pas, sur les réseaux, j'explique pas ce que je traverse au quotidien. Ça, je pense que c'est vraiment, quelque chose de très intime et que je n'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais voilà, moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir à partager sur les réseaux, à continuer à échanger avec certaines personnes. Il y a des amitiés qui sont nées grâce à mon compte et voilà, pour le moment, j'y vois encore beaucoup de positif et donc j'ai envie de continuer. Et comment tu éduques tes filles par rapport aux réseaux, aux écrans? Tu vois, là, elles sont quand même dans un âge un peu aussi charnière par rapport à Tout tout à ça. fait. Alors là, maintenant, je leur ai parlé déjà depuis un petit temps de mon compte. Alors chaque fois, elles me disent:
disent: «Et tu vas publier ça?» Et je leur dis: «Bah oui», et je leur demande maintenant de plus en plus leur accord, Parce que forcément. tu les montres quand même un peu. Alors je les montre, mais je les montre beaucoup moins qu'avant. Avant, c'est vrai, elles étaient petites et je leur demandais pas leur avis parce qu'elles comprenaient pas. Et puis, aujourd'hui, là, elles grandissent, elles voient les choses, elles comprennent, et donc je leur en ai parlé. Et maintenant, je leur demande. Je leur demande si elles acceptent que je les prenne en photo ou pas. Je les oblige forcément pas à le faire. Et là, maintenant, c'est pour ça que je pense qu'on les voit moins, elles, directement sur les réseaux, où je vais davantage partager de la déco ou plutôt tout ce qui est mode ou bon plan. Effectivement, là, ça fait un petit temps que je partage plus tout ce qui est sorties familiales, culturelles, Ouais, tu etc. donnes plein d'idées d'ailleurs pour les familles. Ça, c'est J'adore génial. faire ça. Je trouve ça très chouette parce que moi aussi, je m'inspire beaucoup sur les réseaux pour découvrir des lieux de sortie les week-ends. Comme on adore faire des activités avec les filles et découvrir de nouveaux lieux, si je peux aussi partager mes bons plans, je trouve ça très chouette. Mmh. Donc, et par rapport aux écrans, sinon, on essaie vraiment d'être très prudent. Avec Lola, on a vraiment respecté ce deal, pas d'écran avant 3 ans. A interdit les écrans à la maison avant 3 ans. À 3 ans, elle y a petit à petit eu accès, mais vraiment de façon très contrôlée. C'était genre juste les samedis matins. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui. Elles ne peuvent pas regarder la télé la semaine. Elles peuvent regarder le samedi et le dimanche matin un petit peu la télé. Ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, elles ont un rapport aux écrans très différent l'une de l'autre. Lola, du fait, je pense, de lui avoir vraiment interdit cet accès-là avant ses 3 ans, il y a ce fameux interdit qui a rendu la chose fascinante aujourd'hui. OK. C'est-à-dire qu'elle est très attirée par les écrans. Là où Iris, même si elle y avait pas accès, mais elle a pu voir que Lola y avait accès à certains moments, même si nous on la mettait pas devant les écrans. En fait, aujourd'hui, Iris, elle va regarder la télé 5 minutes. Puis elle va dire ça m'intéresse pas, elle va partir jouer. Iris, elle adore jouer, elle va aller prendre des petites voitures, elle va prendre des jeux à elle et elle va se mettre à côté, mais elle va pas regarder la télé. Lola, par contre, elle, on doit lui mettre un stop parce qu'elle sait pas se limiter toute seule. OK, ouais. Voilà, et ça c'est peut-être un regret, c'est que on a voulu on a voulu vraiment bien faire en se disant pas d'écran avant 3 ans, limiter même de 3 à 6 ans au maximum. Et je pense qu'on a tellement voulu contrôler ça qu'aujourd'hui c'est devenu un peu fascinant cet objet-là qui lui était interdit avant. Aujourd'hui, il y a un peu accès et donc c'est devenu l'objet convoité, tu vois. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que les interdits, c'est un truc de dingue, comme ça peut faire effet boomerang par après, quoi. Ouais. Mais Déjà, après, ça dépend aussi des personnalités de chacun, tu vois. ouais. Si ça se trouve, vous auriez pas mis de limite et elle aurait quand même été tout C'est autant attirée. possible. Donc, tu peux jamais savoir finalement. Non, en effet. Mais on essaie vraiment de leur expliquer. À part la télévision, on n'a pas de tablette à la maison, donc elles n'ont pas accès aux tablettes. Les seuls moments où on prend des tablettes, c'est quand on va en vacances en voiture, pour les longs trajets. C'est les seuls moments où elles ont accès à des tablettes. L'ordinateur, elles n'y ont jamais accès. Donc, elles sont pas du tout exposées aux écrans chez nous. Par contre, quand elles sont dans notre entourage ou même via l'école, en fait, là, Ça, bien forcément, elles y ont accès. Et dans leur école, ce que je trouve chouette, c'est qu'à partir de la 3e primaire, Lola, par exemple, elle a eu l'éducation à tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est informatique, apprendre à rédiger un texte, se servir de Google, se faire attention à comment on discute sur les réseaux, etc. Donc, je trouve que c'est intéressant de pouvoir les éduquer à comment bien se servir de ça, d'autant plus qu'ils vont y avoir accès Oui, tôt ou c'est ça. tard. Donc, Ils y échapperont pas, donc non. autant les éduquer là-dessus. Ouais. Est-ce que toi, c'est pas ton business, hein, comme tu disais, ton compte Instagram, mais malgré tout, t'es quand même quelqu'un de connecté. Est-ce que des fois, tu ressens le besoin de tout couper, de te déconnecter des réseaux? Alors, le week-end, j'essaie vraiment de le consacrer uniquement à ma famille et de me déconnecter, si possible, un maximum. Maintenant, de façon quotidienne, j'ai l'impression, j'ai un vilain réflexe dont j'aimerais bien me débarrasser, c'est dès que j'ai un temps mort, instinctivement, je vais aller prendre mon téléphone, tu vois, et aller un peu scroller, regarder Instagram, et c'est devenu un automatisme, je m'en rends même pas compte, je réfléchis même plus à ce que je fais à ce moment-là. Et à la maison, souvent, le soir, avec Arnaud, c'est devenu autant pour lui que pour moi un réflexe, et on s'est déjà dit, quand on est avec les filles, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on le mette sur le côté parce que
sinon forcément elle nous voit faire ça. Et on veut pas que ça devienne une habitude qu'on leur transmettrait. Donc on essaie vraiment d'être de plus en plus vigilant, même si je dois encore un peu apprendre à me contrôler à ce niveau-là, parce que c'est encore un réflexe que j'ai aujourd'hui. Ouais, c'est tout le monde, mais c'est une addiction, hein. On arrive sur la fin du podcast, donc moi j'aimerais te demander qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'être maman et quel, on va dire, conseil, même si le mot conseil, les gens n'aiment plus entendre ça, mais qu'est-ce que tu pourrais transmettre en tout cas? J'ai envie de dire que les futures mamans ou jeunes mamans doivent s'écouter. Justement, elles peuvent prendre les informations partout où elles viennent, mais qu'elles doivent faire le tri et garder finalement que ce qui leur conviendra à elles. Parce qu'il n'y a pas de recette toute faite, il n'y a pas de bonne façon de faire. Je pense que chacun fait comme il peut avec ce qu'il a et fait de son mieux. Voilà, je pense que c'est important de se renseigner, c'est important d'avoir des informations sur ce qu'est l'allaitement, ce qu'est la grossesse, l'accouchement, comment ça va se dérouler, mais c'est surtout important de s'écouter et de se faire confiance, voilà. Et alors, pour clôturer, qu'est-ce que tu aimerais que tes filles disent de toi quand elles parlent de toi? Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais qu'elles disent de moi? Que je suis une maman présente, une maman disponible, une maman aimante, une maman qui, question C'est difficile c'est comme difficile question, de hein? répondre. Non, c'est vrai. Oui, une maman qui est là, qui fait de son mieux, qui peut se tromper, qui admet que parfois elle se trompe, et je pense que ça c'est important. On n'a pas réponse à tout. Une maman qui aime très fort ses enfants, je pense, ça c'est forcément, et que je suis surtout très fière d'elle, et j'espère que elle ressente tout cet amour que j'ai vers elle. Écoute, en tout cas, si elles écoutent là ce que tu viens de me raconter, je pense qu'elles le sauront en tout cas, que tu les aimes très fort. Merci beaucoup Virginie. Merci Anissa. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à liker et à en parler autour de vous. Merci beaucoup pour ma maman et courage les parents.